Le lendemain matin, je dis, bah moi je rentre chez moi, hein, tout va bien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ici? Je peux rester ici. On me dit, bah non, attendez, parce que non. Et le lendemain midi, j'étais avec un copain, on a bu une bouteille de blanc en terrasse, et personne n'a compris ça non plus. Et plus tard, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais moi je vais vous parler d'un truc qui s'appelle le syndrome de Takotsubo, que personne ne connaît. Il me dit, moi j'ai travaillé sur un congrès, dans un congrès sur cette question-là, et c'est une réaction à un stress puissant. Et de fait, il y avait eu 10 jours plus tôt cet accident cérébral dont je m'étais sorti immédiatement, parce qu'il y a une récupération immédiate, donc traces dans le cerveau, on avait vu avec l'IRM, mais tout ça a disparu, mais pas mentalement. Et de fait, il y a une réaction de stress 8 jours plus tard qui génère le symptôme de l'infarctus, qui n'est pas un infarctus. Et comme j'avais sur mon électrocardiogramme des signes d'infarctus, on y voyait un infarctus. Je me dis, mais j'ai déjà fait un infarctus. Donc si vous voyez ça, c'est peut-être le signe du précédent infarctus et de la nécrose qui s'y trouve. Donc de fait, quand on a des histoires de cœur, quand on a des histoires de cerveau, quand dans les accidents cérébrovasculaires, on fait un accident cérébral sur la question, la zone même de l'écriture, on a beau ne pas être dans une logique purement freudienne, on est bien obligé de constater quand même que ça n'est pas n'importe quel organe qui est touché. Voilà pourquoi je pense que nous faisons nos maladies. Et quand je dis nous, attention, hein, c'est compliqué. Il y a un système neurovégétatif dont on ne sait rien du tout. Vous avez des spécialistes de tout. Vous avez des gens qui s'occupent des dents, vous avez des gens qui s'occupent des yeux, vous avez des gens qui s'occupent de l'estomac, vous avez des gens qui s'occupent du rectum, vous avez des gens qui s'occupent de la peau, vous avez des gens qui s'occupent du cœur, du poumon. Et personne ne s'occupe du système neurovégétatif. Personne. Un continent inconnu. Continent inconnu, alors que c'est tout ce qui génère l'homéostasie du corps. C'est-à-dire, quand vous sortez qu'il fait froid, il va se passer plein de choses, le corps va générer un certain nombre de réponses pour que vous augmentiez votre température. Si vous allez dans un endroit où il fait chaud, système neurovégétatif. Il y a du plexus, il y a du nerf, il y a du cerveau, il y a du système nerveux partout, et on ne sait pas comment ça marche, et personne n'en parle. Et c'est quand même ce système neurovégétatif qui génère tout. Qu'est-ce qui fait que vous allez manger pendant des années la même chose que votre compagne parce que c'est vous qui faites la cuisine et que vous mangez la même chose et qu'elle va générer un cancer, pas vous? Alors que vous savez très bien qu'il y a des substances cancérigènes qui auront été ingérées par les deux en même temps. Parce qu'il y a des réponses du corps. Parce qu'il y a des possibilités de détruire des attaques. Et puis il y a des moments où des attaques ne sont pas détruites. Et tout ça suppose un inconscient au sens large du terme. Pas l'inconscient freudien, mais une espèce de logique qui relève, à mes yeux, du système neurovégétatif et qui fait que, de fait, c'est le corps qui est une grande raison. Rapidement, parce que vous avez soulevé la question, et c'est très intéressant, vous aviez parlé beaucoup de la mort avant d'être dans cet hélicoptère qui vous amène peut-être à l'hôpital pour y constater que vous êtes mort. Vous vous dites, sois à la hauteur, puisque j'en ai tellement parlé, sois à la hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il n'est pas question, quand on a aspiré pour soi-même à une fin digne, se disant, j'espère, que je ne serai pas paniqué, effrayé, sanglotant, disant je ne veux pas mourir. On espère ça. C'est de la construction de soi à laquelle j'aspire. Elle suppose que devant la douleur, devant la souffrance, on soit digne, qu'on soit droit, qu'on soit calme, qu'on soit serein. Il y a une espèce de dandisme chez moi qui est un surstoïcisme aussi, qui consiste à dire on vit un certain nombre de choses, certes, mais pas de panique. Pas de panique, parce que de toute façon, ça changera rien. Il y a ce sur quoi on a du pouvoir et ce sur quoi on n'a pas de pouvoir. Ce sur quoi on n'a pas de pouvoir, ça sert à rien de se rebeller. Donc, si tu dois mourir, tu dois mourir. Et il faut mourir correctement. Donc, avoir l'élégance de mourir sans gêne, sans pleurer, etc. Et je ne sais pas si je mourrai proprement à mes yeux, c'est-à-dire correctement, dignement, disons-le comme ça. Ça participe de cet objet à façonner qui est une vie, oui. Bien mourir? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, maintenant on peut mourir paniqué, effrayé en disant j'ai fait un succès de librairie qui s'appelait le traité de théologie, mais je voudrais bien un prêtre à mon chevet, et puis finalement je crois que Dieu existe. On peut aussi, tout ça peut arriver, tout est possible. Il y a les soins palliatifs qui sont là pour vous vendre du Seigneur, du christianisme, du Dieu, là où vous êtes le plus Alors vous étiez vigilant à vous-même dans ces circonstances? Plus que jamais. On se dit, bon, c'est un moment important de ma vie, la mort. Donc, tâchons de vivre ça bien, vivons ça en philosophe, quoi. Tâchons d'avoir une mort philosophique. Voilà, parce qu'on se dit, tiens, finalement, c'est quand même mieux de mourir comme ça que de mourir avec un cancer en phase terminale qui ferait que on aurait 6 mois de répit, en vous disant, dans 6 mois, vous allez mourir. Ça, c'est beaucoup plus difficile que de se dire, avec ce qui se passe tout de suite, de toute façon, ça passe ou ça casse, et probablement ça va casser, mon médecin me l'a dit.
Donc on est dans une mort vive, rapide, et ça me plaisait plutôt bien. Bon, c'est bien de ne pas se voir trop longtemps mourir. Moins longtemps ça dure, mieux c'est, parce que plus on peut être